Fréquence protestante, l'instantané politique, Khalil Bey. Auditeurs, auditrices, bonjour. Heureux de vous retrouver sur Fréquence protestante, la radio qui vous écoute. Je reçois aujourd'hui un invité prestigieux, l'ancien président de la République, le président François Hollande. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans vos bureaux. Alors, avec vous, nous parlerons de votre dernier ouvrage, Bouleversement, publié aux éditions Stock. Ouvrage dans lequel vous souhaitez faire comprendre la nouvelle donne mondiale avec le retour de la guerre en Europe. Mais avant de rentrer dans le fond, monsieur le président, permettez-moi de faire un petit flashback. Nous sommes le 24 février, il est 5h30 heure de Moscou. Au cours d'une allocution télévisée, le président russe Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale en Ukraine. Quelques minutes après cette annonce, des explosions sont signalées à Kiev, Kharkiv, Odessa et dans le Donbass. Les forces russes envahissent l'Ukraine via une région proche de Kharkiv en provenance de Russie, de Biélorussie et de Crimée. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites, monsieur le président? Je me dis que cette agression, cette invasion vient de loin. Elle n'est pas un coup de tête de la part de Vladimir Poutine. Elle n'est pas une tentative de faire une agression parce qu'il y aurait eu une provocation. Elle est une opération montée de longue date. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je l'ai décrit dans mon livre, Vladimir Poutine entend reconstituer ce qu'a été autrefois l'Union soviétique. Et pour lui, l'Ukraine fait partie nécessairement de la zone d'influence, peut-être davantage, de la Russie. Il ne sait pas comment il va procéder, et il va saisir donc toutes les opportunités qui se présenteront pour aboutir à ce projet et atteindre cet objectif. Déjà une première guerre en Ukraine, en 2014, puis ensuite il progresse en Biélorussie, il contrôle maintenant quasiment ce pays par Loukachenko interposé, le Kazakhstan, la Géorgie, on voit bien qu'il est dans un mouvement, dans une forme de dynamique belliqueuse. Et il croit, après le retrait américain d'Afghanistan, après un silence peut-être trop pesant des Européens, qu'il va pouvoir réussir son opération et que les Ukrainiens vont l'accueillir bras ouverts. C'est là qu'il s'est lourdement trompé. Les Ukrainiens ont résisté, les Américains ont aidé l'Ukraine et les Européens ont été unis face à cette agression. Merci, monsieur le président. Vous revenez dans votre livre sur vos rapports avec Vladimir Poutine que vous avez côtoyé durant votre quinquennat précédent. Vous dites par exemple que le président russe pratique un art du mensonge très élaboré, né de sa formation au KGB et d'une longue pratique de la diplomatie, conçue sur le mot de la dissimulation. Est-ce qu'on peut dire que le mensonge est considéré comme une arme principale pour Vladimir Poutine dans cette guerre actuelle? Oui, le mensonge, le gros mensonge, le mensonge qui sidère, fait partie de la diplomatie de Vladimir Poutine. Jusqu'au bout, d'ailleurs, c'est-à-dire jusqu'à la décision qu'il prend d'envahir l'Ukraine, il ment. Il ment au chancelier allemand Scholz, il ment au président Macron, et il ment à tous les interlocuteurs qui lui enjoignent de ne pas agresser et de ne pas envahir, et il ne dit rien de ses intentions. Et il ment jusqu'à prétendre que les dirigeants ukrainiens, le président Zelensky, est un néo-nazi, et que c'est l'OTAN, les États-Unis, qui, avec l'Ukraine, agressent la Russie. Il ment à son propre peuple. Et le mensonge, quand il est petit, est insupportable, mais quand il est gros, il peut, à un moment, frapper. Monsieur le président, c'est un peu ce qui fait son succès en Afrique. On sait qu'il est beaucoup adulé par plusieurs pays africains, notamment le Mali, qui développe un sentiment pro-russe. Donc le mensonge... Vladimir Poutine veut aller là où l'Occident n'est plus. Et veut essayer de conquérir, porter une influence, gagner des positions, servir ses intérêts partout, et notamment en Afrique, en substitution de ce qu'il appelle les anciennes puissances coloniales. Il le fait avec les moyens que l'espionnage russe a toujours utilisés, c'est-à-dire les influences sur les dirigeants, et notamment ceux qui sont issus de coups d'État, comme au Mali. Et il le fait aussi à travers les réseaux sociaux, où il manipule l'information, où il laisse penser qu'il y aurait eu des massacres commis par des Français, alors que l'on sait aujourd'hui que c'est le groupe Wagner qui agit au Mali, et pas simplement au Mali, ou en Centrafrique, pour commettre des actes insupportables au titre des droits humains, mais aussi des prédations sur les ressources des pays africains.
Et j'ai évoqué le groupe Wagner. Là aussi, mensonge de Vladimir Poutine. Quand on interroge le président russe en lui disant « Est-ce que vous connaissez le groupe Wagner ?» Il dit « Oui, c'est une société privée. » Mais en fait, cette société privée est une annexe de l'armée russe. On la voit d'ailleurs même intervenir, cette société privée Wagner, en Ukraine, avec l'armée russe. Merci, Monsieur le Président. Vous évoquez également un nébuleux lobbyisme russe en dénonçant, par exemple, je cite, des amis de Poutine qui sont des héritiers d'un gaullisme mal digéré ou d'un mitterrandisme mal assimilé. À qui faites-vous allusion, principalement? Il y a tout un courant de pensée qui maintenant est plus discret, qui a longtemps laissé croire que si Vladimir Poutine était dans cette posture belliqueuse, offensive, agressive, c'était parce que les Occidentaux, les Américains en particulier, et peut-être également les Européens, l'avaient d'une certaine façon mis de côté, l'avaient encerclé, l'avaient ignoré dans un certain nombre de grandes négociations internationales, l'avaient chassé du G8 notamment. Et donc, c'est ce même courant de pensée qu'on pouvait trouver chez les LR pendant tout un temps. Je ne parle même pas de l'extrême droite qui a été complice de Vladimir Poutine depuis le départ, ou de l'extrême gauche qui a eu aussi ses indulgences. Mais on trouvait aussi chez les anciens ministres de François Mitterrand qui de bonne foi pensaient qu'il était possible de dialoguer, de convaincre donc Vladimir Poutine. Et Emmanuel Macron n'a pas été insensible à ses influences lui-même, a tenté, c'était en 2019 à Brégançon, de créer avec Vladimir Poutine un climat de confiance. Et on a vu le résultat. Justement, pensez-vous qu'il doit cesser les discussions avec le président russe parce que vous écrivez que l'indépendance nationale ne nous oblige pas à parler à tout le monde pour n'être fâché avec personne? Oui, on n'est pas indépendant parce qu'on parle à des États ou à des chefs d'État, en l'occurrence, qui ont des positions contradictoires. On n'est pas une puissance de médiation. On n'est pas là pour faire que chacun se parle dans le meilleur des mondes. On est là pour créer des rapports de force, pour porter des positions, pour défendre des valeurs. Et le dialogue est parfois tout à fait nécessaire. Moi-même, j'ai beaucoup discuté, négocié avec Vladimir Poutine au moment de la guerre en Syrie, de la guerre en Ukraine. Et il faut trouver le bon chemin. Il y a des fois où c'est possible parce qu'on a créé un rapport de force, et puis des fois où c'est lui qui est tenté de manipuler, d'utiliser le dialogue pour faire sa propre communication. Donc je crois que aujourd'hui, si vous m'interrogez sur ce qu'il faut faire aujourd'hui au moment où nous parlons, eh bien le temps de parler à Poutine n'est pas venu. Il viendra quand il sera obligé de nous parler pour trouver une issue au conflit qu'il a lui-même créé. Est-ce qu'il doit être traduit devant la justice internationale comme le suggère la présidente de la Commission européenne? Je comprends cette position, mais franchement, aujourd'hui, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce qu'il faut, c'est créer une telle situation sur le terrain, en l'occurrence en Ukraine, par les moyens militaires que nous accordons à l'Ukraine pour qu'elle résiste. Et nous devons aussi isoler politiquement Poutine et enfin lui infliger des sanctions. S'il recule, s'il cesse son agression, s'il permet que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale et son indépendance, je pense que nous aurons atteint notre objectif. Je constate que vous avez un regard pessimiste outre-Atlantique. Vous affirmez par exemple que si l'élection de Joe Biden en novembre 2020 a marqué une heureuse inflexion avec la réaffirmation de l'engagement américain aux côtés des démocraties, elle n'a pas pour autant constitué une franche rupture. Pensez-vous que les États-Unis ne sont pas assez au rendez-vous des grands combats démocratiques aujourd'hui? Joe Biden l'est, assurément. D'ailleurs, il participe en ce moment à un sommet aux États-Unis pour lutter contre l'extrémisme et défendre les valeurs démocratiques. Mais c'est vrai que ces dernières années, notamment pendant la présidence Trump, mais aussi ça a été un instant stratégique en 2013, au moment de la question syrienne de la part du président Obama, il y a une tendance aux États-Unis qui est celle qu'on appelle l'isolationnisme, qui correspond à la position aujourd'hui des républicains, ou un retrait pour ne pas être gendarme du monde, ce qui était la position des démocrates. Mais il se trouve que l'offensive russe, l'invasion de l'Ukraine, ont obligé Joe Biden à ce moment-là assumer un soutien direct à l'Ukraine, la fourniture d'armes et un retour sur la scène européenne, et notamment à travers l'OTAN,
qui a été une organisation assez vilipendée, ou en tout cas déclassée il y a encore quelques mois, et qui aujourd'hui a retrouvé à la fois sa légitimité et son utilité. Vous parlez aussi du monopole libéral qui semble gagner le monde. Au niveau de l'Union européenne, la présidente de la Commission a annoncé lors de son discours sur l'état de l'Union le plafonnement des recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût et une contribution de crise des producteurs d'énergie fossile. Est-ce que c'est une mesure suffisante face à certains qui appellent à taxer les super profits de manière générale? Ce serait déjà une étape. Faut-il encore qu'elle soit franchie? Car toute la difficulté, je peux en parler en connaissance de cause, en Europe, c'est d'obtenir un accord. Alors, si c'est présenté comme une contribution, il est possible que ce soit simplement à la majorité qualifiée que cette décision puisse être prise. Si en revanche c'est considéré comme une taxe, il faut l'unanimité. Donc je souhaite vraiment que l'Europe puisse élaborer cette contribution le plus rapidement possible et obtenir ainsi des ressources pour alléger la charge des États qui eux-mêmes doivent soutenir les consommateurs pour éviter qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Mais ça n'empêche pas d'avoir un complément au niveau de chaque pays. Il y a déjà des pays qui ont mis en place une taxe sur les super profits ou augmenté l'impôt sur les sociétés. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Merci, Monsieur le Président. Dans le diagnostic que vous effectuez dans votre ouvrage, vous soulignez une montée des idées souverainistes. On le voit notamment avec la situation en Suède et le risque imminent en Italie. Pensez-vous que la France basculera un jour dans cette tendance avec une possible union de droite théorisée par Éric Zemmour et pratiquée aujourd'hui en Suède? Est-ce que vous craignez par exemple l'arrivée d'un Éric Ciotti à la tête des Républicains? Non, pas une peur à ce point puissante de voir Éric Ciotti arriver à la tête des Républicains. Ça ne me paraît pas une menace considérable. C'est hélas une marginalisation des Républicains, ce qui ne me réjouit pas. C'est vrai, vous l'avez souligné, si l'extrême droite est arrivée au pouvoir ou va arriver au pouvoir en Suède, ou risque d'y accéder en Italie, c'est parce qu'une alliance s'est nouée entre l'extrême droite et la droite. Est-ce que c'est possible en France? Pour l'instant, non. Et la tentative d'Éric Zemmour s'est soldée comme vous le savez. Et l'élection présidentielle, d'une certaine façon, nous prémunit contre cette hypothèse d'alliance, puisque l'extrême droite pense qu'elle peut gagner seule, sans avoir besoin d'avoir un recours de la part de la droite ou un secours. Néanmoins, je ne suis pas non plus totalement rassuré. Je pense que s'il n'y a pas une gauche qui se reconstitue pour fournir une alternative crédible au pays, et si il n'y a rien qui se crée à droite, justement, qui soit de nature à pouvoir offrir une perspective, eh bien, le défaut d'espérance peut être capté par l'extrême droite qui utilisera toutes les peurs, toutes les difficultés du pays pour asseoir sa propre crédibilité. Crédibilité dont on sait très bien qu'elle s'évanouirait du jour où elle pourrait accéder au pouvoir, et on va en avoir une expérience grandeur nature avec éventuellement ce qui va se passer en Italie. Car sortir de l'Europe ou rentrer en conflit avec l'Europe au moment même où l'Europe doit assurer sa défense et préserver son unité, on voit bien que cette hypothèse serait extrêmement dangereuse. Petit détour en Afrique, plus précisément au Mali, où vous revenez dans votre ouvrage sur l'opération Barkhane. Pour vous, plutôt que de consacrer leurs forces à la lutte contre les islamistes, les militaires maliens ont fini par intervenir directement dans la vie politique. Pensez-vous que l'armée malienne n'a pas été au rendez-vous de la lutte contre le terrorisme en Afrique, au Sahel? Et avez-vous des craintes pour l'avenir du Mali aujourd'hui? Oui, l'armée malienne n'a pas été équipée comme il convenait sans doute, mais n'a pas été formée suffisamment et n'a pas été elle-même disposée à entrer dans ce qui était son devoir, c'est-à-dire la stabilité et la pacification de zones qui avaient été libérées par l'intervention précisément de la France et des pays africains au moment de ce qu'on a appelé l'opération Serval, devenue Barkhane. Je pense aussi qu'il n'y a pas eu un effort suffisant de lutte contre la corruption et de développement du Mali comme des pays du Sahel. Mais enfin, il y a aussi une responsabilité de la part de ceux qui exerçaient le pouvoir d'État. Enfin, on n'aurait jamais dû accepter les 2 coups d'État qui sont intervenus au Mali, alors même que l'armée malienne devait lutter contre le terrorisme et pas renverser le pouvoir civil qui avait été élu démocratiquement. Vous me demandez si je suis inquiet par rapport à la situation au Mali? Oui, on voit qu'il y a des
villes entières, Gao en est un exemple, qui sont maintenant sous pression terroriste. Et que je vois aussi des activités terroristes islamistes dans le sud du Mali, ce qui était jusqu'à présent une zone protégée plutôt contre cette influence. Et qu'il y a maintenant une diffusion de ce terrorisme au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria. Donc c'est tout le Sahel qui est en cause. Et ce serait, à mon avis, grave de laisser penser que les Africains eux-mêmes pourront sortir de ces difficultés. Ils ont besoin d'un soutien, et notamment d'un soutien européen, et ils n'ont pas à se réfugier derrière une pseudo-protection russe, dont on voit bien qu'elle aboutit à laisser un vaste champ aux terroristes et même à terroriser la population. Partagez-vous la nouvelle vision du président de la République en matière d'intervention militaire française en Afrique? Il veut moins d'interventions posées, plus d'appui logistique. Oui, je comprends que ce n'est pas à la France de se substituer aux forces africaines pour assurer la sécurité. Mais nous devons aussi faire davantage en matière de formation, d'équipement, d'accompagnement des armées africaines, et sans être nous-mêmes directement sur le terrain. Il faut aussi qu'il n'y ait pas qu'une intervention militaire. Ce qui est attendu, c'est une politique de développement, c'est une lutte efficace pour assurer la transition écologique et énergétique dans ces pays-là, de lutter contre le réchauffement climatique, de faire que les ONG puissent avoir une place plus importante, et de lutter contre la corruption. Faut en parler de la corruption, car elle mine une partie des États du Sahel. Monsieur le Président, dans votre ouvrage, vous ne faites pas que diagnostiquer la situation géopolitique actuelle, vous appelez également à l'action. Vous souhaitez, par exemple, une politique plus efficace de l'Europe en matière de défense. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe de la défense n'apparaît pas comme une chimère avec la présence de l'OTAN? Ah non, la présence de l'OTAN, elle permet d'avoir une Europe de la défense. Car la plupart enfin même la totalité des pays européens ne veulent pas constituer une défense qui serait séparée de l'Alliance Atlantique. Donc nous devons, nous Français qui avons été souvent un peu en distance par rapport à l'OTAN, nous en convaincre pour faire cette Europe de la défense qui est tout à fait souhaitable, surtout si un jour les États-Unis se retirent de la scène européenne. Nous devons, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, nous constituer avec plusieurs pays une armée. Alors est-ce que ce sera une armée européenne? Au moins une coopération entre les forces françaises et allemandes, britanniques même si le Royaume-Uni n'est pas dans l'Union européenne, elle est dans l'OTAN. Donc il est très important que nous puissions mesurer que c'est nous qui devons assurer notre propre sécurité et ne pas tout attendre des États-Unis. Vous souhaitez aussi la construction d'une Europe politique en appelant à les 27 à une réforme institutionnelle pour exister politiquement. Quelles sont les grandes réformes selon vous qui doivent être mises aujourd'hui en urgence au niveau de l'Union européenne? Moi, je ne suis pas favorable à une révision des traités dont on sait que ça prend un temps considérable, que ça aboutit généralement à des référendums qui ne sont pas sûrs d'être gagnés ou à des divisions entre Européens. Aujourd'hui, il y a des pays européens qui ne sont plus tout à fait conformes à ce que j'estime être les valeurs démocratiques. Le Parlement européen vient de prendre une position sur la Hongrie qui me paraît tout à fait claire. Et puis, il y a des pays qui ne veulent pas forcément, tout en étant membres de l'Union européenne, s'intégrer davantage, qui ne sont pas dans la zone euro, ou même étant dans la zone euro, qui ne veulent pas aller plus loin dans l'Europe de la défense. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Attendre qu'on ait un consensus, ça prendra là aussi des années, nous n'avons plus le temps d'attendre. Donc il nous faut constituer au sein de l'Europe à 27 une avant-garde ou un noyau dur, un premier cercle, appelons-le comme on voudra, qui, de quelques pays, fera en sorte d'avancer beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin en matière de défense, en matière d'énergie et en matière de politique étrangère. Vous appelez un saut fédéral des 27? Là-dessus, oui, parce que souvent la question est posée, mais qui parle au nom de l'Europe? Est-ce que c'est le président momentané de l'Union européenne, la présidence qu'on appelle la présidence tournante? Aujourd'hui, personne ne sait qui a la présidence tournante. Est-ce que c'est le président du Conseil européen? Mais la présidente de la Commission européenne demande également à prendre la parole, et elle la prend. C'est elle qui a fait le discours de l'Union. Est-ce que c'est le haut représentant de la politique étrangère de sécurité commune? Quand je cite plusieurs personnes, ça veut dire qu'en fait, personne ne parle véritablement avec l'autorité nécessaire de la politique diplomatique et étrangère de l'Union européenne.
Emmanuel Macron a proposé l'idée d'une communauté politique européenne qui sera discutée à Prague lors du prochain Conseil européen. Partagez-vous cette idée-là? Oui, si cette Elle formule vient de Mitterrand. ça permet d'associer des pays qui sont candidats à l'Union européenne et qui n'y entreront pas avant longtemps, ou d'autres comme l'Ukraine et la Moldavie qui, ne pouvant pas tout de suite accéder au marché européen, doivent au moins avoir la possibilité de participer aux discussions. Donc je crois que ça peut être une formule qui permet d'éviter un élargissement précipité. Pensez-vous que la crise énergétique qui s'annonce va fragiliser l'union des 27? C'est aussi un risque. Et, soyez convaincus que Vladimir Poutine le mesure, ce risque. C'est-à-dire ce qu'il veut à travers la fin des livraisons de gaz à plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne. Ce qu'il veut, c'est créer une tension telle dans nos sociétés, une telle paupérisation d'un certain nombre de catégories sociales, qu'il y aurait à ce moment-là des mouvements qui se créeraient pour demander que soit mis fin aux sanctions ou que soit accepté un pétrole ou un gaz venant de Russie. Donc effectivement, la hausse des prix de l'énergie crée une difficulté majeure pour les États et pour les sociétés. C'est donc très important qu'il y ait des mesures de solidarité qui soient prises à l'échelle de l'Europe. Faut-il durcir les sanctions qui ont été prises contre le régime de Vladimir Poutine? Oui, Pourquoi? il faut continuer d'abord à les mettre en œuvre, Ouais. il faut les élargir si c'est nécessaire, il faut d'une certaine façon asphyxier l'économie russe. C'est vrai qu'on en a des conséquences aussi, nous. Il n'y a aucune sanction qui est simplement unilatérale, c'est-à-dire qui n'a d'effet et d'impact que sur le pays visé. Nous en subissons nous-mêmes un certain nombre d'effets. Mais c'est la seule façon, au-delà de la question militaire, d'obliger Vladimir Poutine à aller vers la négociation. Une question d'actualité. Emmanuel Macron a annoncé hier un projet de loi sur l'asile sera déposé dès début 2023 face à une politique absurde, je cite, qui est à la fois inefficace et inhumaine. Partagez-vous son constat et pensez-vous que c'est le bon timing pour faire ces annonces? Aujourd'hui, l'asile est un droit fondamental, donc il ne peut pas être question de changer les règles de l'asile. Ça relève des traités, ça relève du droit constitutionnel. En revanche, sur les questions d'immigration, s'il peut y avoir une meilleure intégration, une plus grande rapidité dans la prise de décision, pourquoi pas? Est-ce qu'il faut pour autant changer la loi? Combien de lois ont été votées ces derniers mois, ces dernières années sur l'immigration? Attendons qu'elles s'appliquent avant de pouvoir prétendre en faire de nouvelles. Pour terminer, Elisabeth Borne a été nommée à Matignon il y a 4 mois maintenant. On la considère comme une femme de gauche. Comment jugez-vous son action depuis sa prise de fonction? Bon, elle vient de cabinets qui étaient effectivement de Premier ministre, Lionel Jospin, ou de ministre, Ségolène Royal, qui était de gauche. Après, mène-t-elle une politique de gauche? Nous verrons bien. C'est pas tout à fait l'impression que nous en avons, mais c'est une femme sérieuse, qui a des qualités, de compétences, et attendons qu'elle fasse ses preuves avant de la juger. Sur le plan personnel, je ne crois pas qu'elle soit en cause. Sur le plan de l'orientation, ça sera ses choix qui seront jugés dans les prochains mois. Merci, Monsieur le Président. Merci de Merci à nous vous. avoir accueillis. Auditeurs, auditrices, c'est la fin de cette interview.